je suis Giovanna Caso, je dirige l'association Peuple et Culture Gare qui porte les dispositifs École de la deuxième chance, Lexio, que vous connaissez, mais aussi une action expérimentale avec un consortium qui s'appelle Action Repère. Voilà, donc le témoignage aujourd'hui, c'est dû à un constat. Je vous donne quelques chiffres à niveau de l'école de la deuxième chance. Nous, à peu près cette année, jusqu'à la date d'aujourd'hui, on a fait rentrer à peu près 160 jeunes. Sur les 160 jeunes, 42% sont été orientés par la mission locale, 5% orientés par Pôle emploi et 52% en candidature spontanée. Voilà, donc il y a pour, si vous voulez, notre constat est dire comment on peut motiver nos jeunes avec toutes les difficultés, parce que nous, nos témoignages sur l'école, c'est des jeunes entre 16 et 29 ans. Bon, plutôt 16-25, mais on a à la marge aussi 25-29. Comment on peut les motiver? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Comment on peut attirer leur attention? Comment on peut l'informer? Voilà, c'est toutes les questions qu'on se pose à tous les centres de formation. Qu'est-ce qu'on a mis en place? D'abord, on a vraiment à niveau de l'école, actionner le bouche-oreille, c'est-à-dire on s'est servi un peu de tous les accompagnements qu'on a fait pendant les 10 années et on a communiqué à tous les jeunes qui sont venus à l'école de pouvoir justement communiquer leur expérience aux copains, aux amis, aux familles, voilà, déjà cette démarche-là. Deuxième démarche, on a dit il faut qu'on soit moderne, réactif, capable de répondre immédiatement. Bien sûr, on a un site internet avec tout ce que vous voulez, avec une jolie présentation, avec une jolie mise en page, avec les formations qu'il faut, mais les jeunes, ils s'en foutent complètement de tout ça. Ce qu'il veut, il veut absolument qu'on puisse avoir un dialogue direct, un dialogue rapide et une solution rapide. Donc, on a vraiment actionné, on a embauché à l'école, pas embauché, on a pris une jeune en service civique, donc c'est pas une embauche, c'est vraiment une action en service civique, et on a demandé, on a travaillé avec eux, avec ces jeunes, en leur disant, voilà, vous êtes jeunes, comment on communique avec vous, qu'est-ce qu'il faut faire avec vous, et à partir de là, ils nous ont donné plein de pistes. Donc, on n'utilisait plus les réseaux sociaux comme Facebook, pour les jeunes, on est ringard, c'est pas bon, etc. Donc, on a changé, donc on a mis une personne qui était vraiment dédiée à alimenter, à informer sur les actions, sur les comment il s'appelle, les sites où ils vont les jeunes, comme TikTok, comme d'autres, où ils connaissent très bien Messenger. Ils étaient constamment, tous les jours, en communication avec les jeunes. Ils avaient besoin d'informations, on les donnait l'information. Tout ça à distance. Voilà. Tout ça, on l'a développé. Au début, on ne savait pas faire. Je vous jure qu'on ne savait pas faire. Et on a appris sous le tas. On a appris avec les jeunes. C'est les jeunes qui nous ont appris à communiquer avec eux. Alors ça, on a vu clairement, je vous dis les chiffres, on était à 2% des candidatures spontanées, on est arrivé à 52%. Mais il faut faire une analyse à ça, parce que sous les 52% des jeunes qui sont venus en candidature spontanée chez nous, sous 174 jeunes, représentent 174 jeunes, que 35, ils ont pu intégrer rapidement l'école de la deuxième chance. C'est très peu, hein? Par contre, ce qui nous a permis d'identifier le reste des jeunes et de les réorienter vers d'autres dispositifs et qu'ils étaient plus appropriés par rapport à leur profil, par rapport à aux prérequis pour entrer à l'école. Ça, c'est un énorme travail, justement, quand on a compris tout ça, on a décidé de créer un consortium. Ce consortium, composé par la mission locale et des jeunes, des Nîmes, moi je vous donne les témoignages sur notre secteur, des Nîmes, on a englobé aussi le PIMS, qui est une association qui travaille dans les quartiers prioritaires de la ville et qui propose des accompagnements très spécifiques, des ateliers très, très spécifiques. On a le centre d'information bilan des compétences,
travaillent avec nous. On a aussi Papiculture, nous, bien sûr, et on a décidé de créer un dispositif expérimental qui s'appelle le repère. Donc, on a décidé d'aller vers des jeunes que, effectivement, ils étaient déjà inscrits à Pôle emploi, à la mission locale, mais que ne fréquentent pas Pôle emploi, ne fréquentent pas la mission locale. Mais aussi, on a décidé d'aller aussi chercher des mythes. Les jeunes qui, vous savez, sont ni sans emploi, ni sont identifiés par la mission locale, ni par Pôle emploi, etc. Donc, on a travaillé vraiment sur le repérage de ces jeunes sur le terrain. On a travaillé donc avec eux. Une fois qu'on on est allé sur le terrain, qu'on a commencé à dialoguer avec eux, c'est un dialogue très simple, dans la rue, le soir, avec des horaires totalement décalés. On avait à peu près les structures, on avait 5 animateurs qui pouvaient travailler dans les différents secteurs des Nîmes, dans les différentes zones des Nîmes, pour qu'on puisse se repérer, qu'on puisse éventuellement travailler avec eux, vérifier la temporalité. Par exemple, il y avait des jeunes qui avaient envie de faire quelque chose, mais ils n'étaient pas prêts. Donc, on a mis tout en place pour que on puisse effectivement essayer déjà de résoudre les problématiques qu'il y avait à niveau personnel, ou de santé, ou d'autres. À partir de là, on les a suivis pendant 1 an. On lui a proposé énormément d'activités, très ludiques. Hein. Je vous donne quelques exemples. On a organisé, notre animateur, c'est un ex-rasouteur. Hein. Je ne sais pas, nous, on est dans la Camargue, c'est la course à camarguaise, et beaucoup des personnes qu'on a rencontrées, jamais ils étaient allés voir ce que c'était leur territoire, leur culture, ils ne savaient rien. Donc, on a organisé des sorties en journée, hein, avec volontaires, et du coup, on s'est aperçu que plein de jeunes voulaient venir, mais ne connaissaient pas, qui finalement se régalaient. Mais notre objectif, c'est celui d'enclencher avec eux un dialogue, simplement. Et on a fait ce travail pendant 1 an et demi, et on a repéré 900 jeunes entre 16 et 29 ans. C'était un énorme travail. Mais tout ce travail, ça nous a permis aussi de connaître toutes les associations sans lesquelles on n'aurait pas pu avoir autant d'évolution, toutes les associations, en grande partie des associations qui sont et qui travaillent sur le terrain. Associations des quartiers, associations des villes, de tout domaine. Culture, sport, activités, cuisine. On a rencontré toutes ces associations et on a créé vraiment ensemble une cartographie de ce qu'il existait et ce qui était proposé par ces petites associations qui font un travail très, très fin avec les gens des quartiers et qui connaissent les gens. On a créé ces passerelles, c'est-à-dire entre les associations qui repèrent les personnes, adultes ou pas, et le dispositif de repérage qui était capable d'informer, d'accompagner, de soutenir, de faire des passerelles entre les dispositifs que, pour nous, ils étaient les plus adaptés. Il faut dire que sur les 900 jeunes, on a mobilisé la moitié des personnes. C'est énorme. On ne s'attendait pas. Mais qu'est-ce qu'on s'est aperçu? Que cette mobilisation comporte un énorme suivi. Parce que c'est facile à repérer, c'est facile à orienter, mais il faut suivre. Parce que ces personnes-là nous ont fait confiance. Ils nous demandent de les accompagner au cas où ils se trouvent peut-être en difficulté majeure à un certain moment. Parce qu'il y a de la fragilité, hein. On est clair sur ça, mais aussi il y a la méconnaissance. Il faut savoir que la majorité des associations, centres sociaux, CAF, etc., hein, ne connaissent pas les dispositifs qui existent aujourd'hui, qui proposent la région, qui proposent aussi d'autres structures, ne connaissent pas. Mais surtout, les acteurs qui travaillent dans ces associations ne connaissent pas, parce qu'ils ne sont pas des sous-domaines, ils ne sont pas dans leur monde. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé des outils communs pour leur permettre de donner une première information et de connaître un peu
et si eux ne peuvent pas la développer, faire les passerelles avec nous pour que nous, on puisse la développer. Et ça a vraiment marché. Mais en plus de ça, ce qu'on a mis en place, c'est vraiment un partenariat très fort avec les associations avec lesquelles on construit des projets ensemble. Je vous donne un exemple, par exemple, une association Faux Vert qui fait l'accompagnement scolaire pour les enfants, aux familles et aux femmes. On a organisé un mini-projet qui s'appelle Instinct féminin. Et là, on a une personne qui vient faire de la sophologie, qui vient faire des tresses. Vous voyez, c'est des choses très simples. Mais là, au début, on avait 5 personnes. Là, on est à 30 et on est obligé de dispatcher des personnes pour pouvoir... Mais le but, c'est bien sûr, et on va travailler voilà, la personne, mais surtout la connaître, échanger avec elle, pour savoir où ça bloque pour pouvoir avancer dans sa vie. Mais nous, on n'a pas toutes les clés, on n'a pas toutes les cartes. On fait absolument les passerelles. Mais les passerelles, il faut qu'elles soient rapides, extrêmement rapides. Parce que les jeunes, ils ont une temporalité très, très courte. Donc, quand on ne peut pas donner une solution immédiate, on fait les passerelles avec ou les associations avec lesquelles on sait qu'ils peuvent adopter une temporalité. Par exemple, proposer des mini-ateliers. Par exemple, on a mis en place l'atelier comme c'était drôle, rêve par le père. Pardon, les rêves par le père. On a invité les jeunes qui, effectivement, on avait accompagné, qu'ils ont réussi à témoigner auprès des autres jeunes leur parcours, comment ils avaient réussi. Ils étaient comme eux, ils ne savaient pas quoi faire, ils étaient perdus. Voilà comment ils sont arrivés à réussir. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment parlant pour eux. Et ça a vraiment suscité beaucoup, beaucoup de curiosité et beaucoup, beaucoup d'intérêt auprès des jeunes. Bien entendu, tout ça, on le fait dans des horaires décalés. C'est jamais à 4 heures de l'après-midi. Hein. Ça, on le fait le soir parce qu'on sait que, ou dans des horaires, on sait que les mamans sont disponibles. On s'adapte. Et surtout, on est aussi grande force d'écoute. C'est-à-dire qu'on demande aux jeunes, on demande aux personnes, vous étiez en galère, vous ne savez pas quoi faire, qu'est-ce qu'à ce moment-là est important pour vous à voir ou entendre pour pouvoir vous aider. Et là, en fonction de ce que eux, ils nous disent, on crée. Et c'est vrai que pour moi, un facteur extrêmement essentiel, c'est le partenariat associatif ou le partenariat avec les organismes de formation qui doit être très, très fort. Aujourd'hui aussi, dans cette démarche, dans cette expérience, au début, qu'est-ce que j'ai remarqué? Que finalement, je sentais beaucoup de réticence auprès des organismes de formation, auprès des associations même, hein, parce qu'ils disaient, mais attendez, vous arrivez, vous êtes gros, vous allez nous prendre notre travail, vous allez vous allez nous écraser parce que vous êtes capable de... Et je les comprends. Mais finalement, quand on a expliqué, quand on a travaillé ensemble, on s'est rendu compte que c'était une énorme richesse. Parce que nous, on a des compétences, mais eux aussi, ils ont beaucoup de compétences. Donc, le lien de ces compétences a permis de créer des outils communs. Aujourd'hui, on a créé des outils communs qui nous permettent d'avoir des informations très rapides. Et on a créé aussi des liens entre notre consortium très forts qui nous permettent, dans le jour au lendemain, de proposer quelque chose d'immédiat à toute personne qui rentre dans ce dispositif. Comment c'est possible que les acteurs sur le terrain ne connaissent pas les dispositifs? Je vous donne un exemple. On a un centre social qui ne connaît pas l'école de la deuxième chance. Et pourtant, ça fait 12 ans qu'on est à Nîmes. Donc, j'ai dit, c'est notre faute, on a mal communiqué. On n'a pas su donner le message comme il faut. On n'a pas su aller vers ces gens. On n'a pas su aussi être soutien à ces associations-là. Donc,
tout ce travail est fait. Aujourd'hui, on a formé les personnes qui interviennent avec le public. On a vraiment formé. Qu'est-ce qu'il existe, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est plus approprié en fonction des prérequis qui sont demandés pour entrer dans une ou l'autre formation, les contacts. Là aussi, on a créé une deuxième cartographie. Qu'est-ce qu'il existe, qu'est-ce qu'on peut utiliser, quand, comment. Et ça, c'est primordial. Moi, je comprends que c'était, pour moi, n'est pas utile que tout le monde aille comme ça, à voir tout le monde, parce que ça fait une énorme masse de gens qui vont. Par contre, moi, je trouve qu'intéressant, ces groupements, ces informations, ces outils partagés qui peuvent être effectivement alimentés, développés, enrichis, qui peuvent être mis en commun. Ça facilite énormément les connaissances, les orientations et surtout, ça évite les décrochages. Parce que quand on ne connaît pas un dispositif, peut-être qu'on oriente mal. Et quand on oriente mal, on a des ruptures de parcours, des problématiques, des mal-être, parce que déjà qu'ils sont en rupture dans leur vie, en plus, ils sont en rupture dans leur construction, c'est compliqué. Toujours construire, par exemple, vous voyez, on a adapté sur l'école de la deuxième chance, mais aussi sur Lexio, sur d'autres dispositifs, les entrées. Par exemple, il y a des jeunes qui ne peuvent absolument pas entrer 35 heures par semaine en formation. Ils ne sont pas prêts. Par contre, ils sont prêts pour un rythme qui est peut-être à mi-temps. Et progressivement, on va augmenter les temps de formation. Autrement, on passe par des activités qui sont des activités beaucoup plus ludiques, beaucoup plus créatives, beaucoup plus voilà, sociales, on va dire, pour effectivement enlever les freins et améliorer sa condition pour pouvoir entrer en formation sereinement. Évidemment, les passerelles entre les dispositifs de repérage sont très importantes et sont faites à tous les dispositifs de formation. Mais nous, on a besoin aussi de réactivité des centres de formation, c'est-à-dire qu'on repère une personne, on sait, on a travaillé avec eux, hein, on a travaillé avec lui, avec elle, on sait qu'il doit entrer en formation, ben, la formation démarre d'ici 3 mois, comme je fais. Vous voyez? Et c'est nécessaire aussi avoir une élasticité et pouvoir proposer tout au long de la formation des entrées. Évidemment, vous le savez tous, hein, si on n'enlève pas les freins, on risque d'avoir des problématiques par la suite. Donc, pour moi, c'est un vrai travail enlever les freins et passerelle avec les autres organismes qui sont experts dans différents domaines, qui soit la santé, qui soit violence, voilà, tout ce qu'on peut imaginer qu'on puisse trouver dans des cas difficiles. Et ils sont vraiment très experts en plus. Donc, vous voyez, toute cette connaissance du dispositif, ça nous permet de mieux travailler. Pour mieux connaître, c'est vraiment partager et travailler ensemble. Si on ne travaille pas vraiment ensemble, sans peur, sans crainte, les jeunes qui ne sont pas adaptés à l'école deuxième chance, il faut faire immédiatement la passerelle. Il ne faut pas perdre du temps. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Si on arrive à travailler comme ça, je pense que par rapport à mon vécu, par rapport à nos dispositifs, c'est vraiment beaucoup, beaucoup plus intéressant.